Êtes-vous prêt à franchir les portes de l'enfer? What's up guys, c'est Lydia de Madame Meeple. Ma partie solo pour cette vidéo-ci cette semaine, c'est une demande spéciale en fait de moi-même. Hein? Je me fais des auto-demandes spéciales. Subterra 2 au bord de l'enfer, qui est la suite spirituelle de Subterra 1, sans trop grande surprise. C'est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs de Tim Pinder, publié par Nuts Publishing, et qui dure à peu près une soixantaine de minutes. Plus ou moins. Ça peut être plus court, ça peut être plus long. Ça va vraiment varier d'une partie à une autre. Moi, j'y joue en solo avec 4 personnages pour cette partie-ci. On peut y jouer à moins ou à plus, tout dépendant. Ça va aussi jouer avec le niveau de difficulté. On a un jeu de placement de tuiles, donc on va explorer un plateau évolutif. Si on veut, on va se créer notre plateau évolutif grâce aux tuiles qu'on va venir piger de manière aléatoire dans un sac dans le but d'aller récupérer l'artefact, de récupérer des clés, prendre l'artefact et de quitter en fait ce plateau-là qu'on va s'être créé avant que la lave nous envahisse et que le volcan explose. Bref, c'est pas simple du tout. C'est vraiment difficile comme jeu. J'ai fait 3 parties jusqu'à présent, 2-3 parties, et ça a été des échecs cuisants. Je vais donc vous faire un survol des règles comme à l'habitude, ma partie solo, avec une petite conclusion brève. Si vous voulez vous promener dans la vidéo, je vais inclure les timestamps dans la description. Alors, sans plus attendre, je vous dis bonne partie! Nous voilà donc installés devant notre partie de Subterra 2 au bord de l'enfer. En fait, c'est un jeu, comme je disais, coopératif pour 1 à 6 joueurs. Moi, je vais jouer avec 4 personnages aujourd'hui qui sont ici. Bon, j'ai fait mon setup un petit peu à l'horizontale. Je pense que les joueurs, généralement, vont plus entrer comme ça dans le temple. Moi, je vais y aller de ce sens-ci. Bon, c'était plus logique pour moi de le faire comme ça pour la vidéo. On voit pas beaucoup mes personnages pour l'instant. On voit que leur nom et leur point de vie. Je vais vous les présenter lors de ma partie. Donc, pour les points de règle pour débuter, donc on va explorer le temple, comme je disais, pour venir déverrouiller le sanctuaire où il y aura l'artefact qui sera placé. Donc, on doit récupérer les clés qui vont se révéler au fur et à mesure qu'on va piger de nouvelles tuiles dans le temple. On va devoir venir les poser dans notre sanctuaire, récupérer l'artefact et ressortir du temple avec, dans le but de gagner. C'est vraiment pas une mince affaire, je vous le dis. Donc ici, j'ai mes tuiles, mes trucs spéciaux. On a les gardiens qui se retrouvent ici, qui sont les pions mauves, les dés de péril, un des 6 réguliers, les clés, l'artefact. J'ai aussi c'est pas les éboulis, là, dans Subterra 1, c'est des éboulis. Là, j'ai oublié le nom, je vais vous le dire comme il faut tantôt. Et j'ai des tuiles spéciales ici qui sont bonnes pour un de mes personnages, en fait, qui s'appelle l'aristocrate. Donc, il y a certains personnages qui ont des petits pouvoirs qui nécessitent du matériel supplémentaire. Vous avez le volcan qui se retrouve en haut à gauche ici. On ne le voit pas en entièreté. C'est pas très grave pour l'instant. Au mode où je commence, je suis avec 4 personnages en mode normal. Donc, je commence au niveau 21. Ça va monter jusqu'à 0. Lorsqu'on sera à 0, on retourne le volcan puisqu'il sera en éruption et là, la lave va commencer à envahir notre temple. Donc, ce sera pas une mince affaire. J'ai fait 2 parties jusqu'à présent, je n'ai gagné aucune. Ça va super bien. Donc, pour les règles du jeu, c'est très simple. Vous avez ici les actions que vous pouvez faire lors d'un tour, en fait. Chacun des personnages vont jouer chacun de leur tour. Un personnage joue, le dé de péril est lancé pour avoir, si on veut, l'ennemi qui va contrer, comme dans la plupart des jeux de coopération où c'est joueur ennemi. Mais là, c'est le dé de péril qui représente les ennemis. Il y a différents effets sur ce fameux dé. Ensuite, nous allons procéder au prochain joueur, ainsi de suite. Donc, les 8 manches, joueur D, joueur D, joueur D, joueur D. Lorsque c'est fait, on considère qu'un tour est complété, donc qu'une manche est complétée. On avance notre jeton sur le volcan et on recommence, et ce jusqu'à, on l'espère, remporter la partie. Les actions qu'on peut faire, chaque joueur a le droit à 2 points d'action. Il y a des actions qui en valent seulement qu'1 point d'action. Il y a des actions ici qui en valent 2. Donc, il faut les répartir comme il faut. Il y a toujours la possibilité de dépenser un 3e point d'action. Donc, soit faire 3 fois des actions qui en valent 1, ou faire une action qui en vaut 2, ainsi qu'une action qui en vaut 1. Ou il y a même des personnages spéciaux, comme mon prêtre, qui a
automatiquement des pouvoirs à 3 actions. Ces pouvoirs-là, en fait, sont spécifiques aux personnages. C'est pas tous qui en ont. Mais si on veut faire un 3e point d'action dans notre tour, on doit perdre un point de vie à ce personnage-là. Pardon. Donc, c'est le petit négatif. Il s'est surpassé. En fait, il est allé au-delà de, donc il s'épuise en faisant plus d'actions. C'est comme ça que c'est représenté. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Les actions possibles. Il y a, moi j'ai mis dans un petit sac ici, les tuiles possibles, puisque oui, c'est un jeu de placement de tuiles, comme je l'ai dit dans l'introduction. Donc, vous avez les tuiles mélangées avec différents types. Donc, le recto qui est au début du temple, lorsqu'on l'explore, et le verso qui représente, en fait, lorsque la lave aura commencé à envahir notre temple. Donc, on va venir soit révéler une tuile. Donc, si je fais brièvement le topo, révéler une tuile veut dire que, exemple, je prends mon premier personnage, je révèle, je pige au hasard dans mon sac, je révèle une tuile, je la place à une manière adjacente à la tuile où je me situe de façon à ce qu'il soit absolument connecté. C'est possible que, par exemple, si j'avais ça comme ça déjà au préalable placé, je peux venir placer ça ici. C'est plate, ça me fait un cul-de-sac, mais je ne suis pas obligée de connecter toutes les extrémités d'une tuile tant aussi longtemps que la tuile est connectée à l'endroit où le personnage se situe. Idéalement, on tente de faire des chemins, c'est plus pratique de la sorte. On peut se déplacer pour un point d'action d'une case, comme ça ici. On peut explorer, ce qui signifie que, oui, on va venir ajouter une tuile, mais on s'y déplace automatiquement, peu importe. Donc, ça l'avance plus rapidement, mais on subit ce qu'il y a sur la tuile sans nécessairement le vouloir. Donc, par exemple, j'explore ici, je me retrouve à me déplacer, bon, c'était mon personnage brun, sur le pont, comme ça, que je l'aurais voulu ou que je le voulais pas, c'est ça. Il faut que je détermine à l'avance dans quelle direction on se dirige. On peut se soigner ou soigner quelqu'un pour un point de victoire. On peut manier un objet, donc principalement ramasser les clés ou l'artefact, ou donner à quelqu'un d'autre qui se situe sur notre tuile, donc notre objet, ou récupérer d'un autre joueur. Et on peut attaquer, donc avec un jet de dés. Si on a un résultat de 4 et plus, on vainc l'ennemi. Sinon, malheureusement, c'est une défaite. Les actions en 2 points, il y a courir, donc on peut faire 3 tuiles en un seul déplacement avec cette action-là. Ou un peu creuser lorsqu'il y a ces fameux jetons que je me souviens plus du nom, j'ai un ébouli en tête à cause du premier. Je vais aller rectifier ça dans les livrets de règles avant la partie. Et on peut, comme je disais, se dépasser, donc pour avoir un point d'action supplémentaire, mais on perd une vie de la sorte. Effectivement, je disais aussi que chacun des personnages ont des pouvoirs spéciaux qu'on va pouvoir utiliser, qui vont être propres à chacun. Il y a une dizaine de personnages, si ma mémoire est bonne, dans le jeu, qui ont tous une catégorie respective. Donc, qui ont un symbole représenté juste ici. Donc, si on veut, ça, c'est l'œil qui représente, je crois, l'ex-explorateur, quelque chose comme ça. Il y a celui-là qui représente les déplacements. Il y a le bouclier pour la sécurité. Puis, il y a le plus pour soigner, en fait. Donc, il recommande dans le jeu d'avoir au minimum un de chacune des catégories pour couvrir le plus possible de terrain, là, d'aspects du jeu. Les dés de péril, en fait, lorsqu'ils seront lancés, vont venir activer différentes choses, tout dépendant de la tuile sur laquelle le joueur actif se trouve. Donc, il y a plusieurs choses possibles. J'essaie de trouver un petit peu de tout. Et voilà. Donc, il y a 6 options, effectivement. D'abord, il y a l'apparition des ennemis. Donc, on va regarder le personnage actif, par exemple, que c'est le personnage vert, ce tour-ci qui lancerait le dé. Donc, on regarde. Si on fait apparaître un ennemi, on va regarder les tuiles où c'est mauve, donc pour représenter les ennemis. Et la tuile à proximité du joueur va faire apparaître un ennemi qu'on va les placer dessus. Ils tiennent pas bien, ils sont comme en diagonale, c'est fatigant. OK, donc, un ennemi comme ça. S'il y a 2 cases, comme dans ce cas-ci, qui sont à même distance, c'est au joueur à choisir. Il y a le déplacement, donc ils vont avancer d'une case vers le joueur actif. Il y a le cœur brisé qui, en fait, va faire perdre un point supplémentaire au joueur actif s'il a utilisé un point de plus. Donc, s'il s'est dépassé et qu'il a déjà perdu une vie, donc il a fait 3 points d'action, s'il obtient le cœur, il en perd une supplémentaire. Donc, c'est un couteau à double tranchant, ça peut être dangereux parfois. Il y a les fameux, là, je vais le trouver dans le livret de règles, je vais arrêter de dire ébouli. Ben, c'est ça, finalement, c'est ébouli. Je sais pas pourquoi j'avais autre chose en tête. Bon. Donc, ça, c'est le marqueur ébouli pour les tuiles où il y a des chiffres, comme ça ici. Ce qu'on va faire lorsqu'on obtient ça, on va rouler le dé. Et tout dépendant du résultat, si ça
correspond, on va venir placer un marqueur éboulis à cet endroit. Ça fait en sorte qu'on est bloqué. On ne peut pas passer. Même chose pour les gardiens. Donc, à leur tour, lorsqu'ils vont avancer, ils vont retirer la tuile éboulie s'ils sont pour passer dans ce tour-là. Donc, ça compte pour un point d'action pour les gardiens également. Ça peut être à notre avantage parfois. Ensuite, il y a les pièges qui sont activés. Donc, si on se retrouve à proximité de un des pièges à flèches ou sur la case piège à flèches, tous les joueurs qui sont dans la mire, donc à une case de distance ou sur notre case aussi, perdent un point de victoire pour les pièges à flèches. Pour les pièges à pic, qui sont assez féroces, pour les joueurs qui s'y trouvent uniquement, donc dans ce cas-ci, si c'était le joueur brun qui était actif, le joueur blanc ne serait pas affecté par par la tuile pic ici, mais bien par celle à flèche. Donc, le joueur brun doit rouler son dé. Ici, il y a un résultat inférieur à 4, donc 1, 2 ou 3. Il perd 3 points de vie. Donc, c'est vraiment agressif comme tuile, les pièges à pic. Et finalement, il y a la lave. Donc, tous les joueurs se trouvant sur une tuile lave au moment où c'est tourné, peu importe qui le tourne, tous les joueurs se situant sur une case lave perdent 1 point de vie. Je crois que ça fait le tour. Pour ce qui est d'avancer les gardiens, petite spécification, lorsqu'un gardien, par exemple, serait ici, c'est au joueur blanc de rouler son dé. Donc, le gardien va avancer en direction du joueur blanc de 1. Il arrive ici. Dans le cas où il serait déjà sur la tuile du gardien et que ça dit avancer, eh bien, le gardien va attaquer lorsqu'il se retrouve sur la tuile, déjà au début du tour. Donc, le prêtre perdrait 1 point de vie à ce moment-ci. Ça fait un aperçu global. Donc, les tuiles ici de clé, lorsqu'elles sont dévoilées, il pose la clé. Un joueur doit s'y retrouver, utiliser un point d'action pour la récupérer afin de la prendre en main. Il peut l'échanger avec d'autres joueurs, comme je mentionnais. On commence tout sur cette tuile de départ. Et il y a les ponts, en fait, qui ne sont simplement qu'une tuile où il ne peut y avoir qu'un seul joueur à la fois. Donc, si mon joueur blanc est ici, mon joueur vert ne peut pas traverser le pont. On doit attendre que le joueur blanc soit sorti afin d'utiliser cette tuile. Donc, il va y avoir d'autres précisions qui seront amenées au cours de la partie. Donc, je vous suggère de rester si vous voulez avoir vraiment toutes les règles. C'est lorsque toutes les tuiles seront sorties qu'on viendra positionner le plus loin possible de l'entrée la tuile sanctuaire ainsi que l'artefact lorsque les clés seront posées. Et c'est à ce moment-là que ça devient de plus en plus dangereux. Lorsque le volcan sera en éruption, eh bien, on retournera au fur et à mesure les tuiles de manière à envahir et éventuellement tuer nos personnages, ce qui m'est arrivé les 2 dernières fois. Donc, je la mets de côté ici pour l'instant, comme on n'en a pas de besoin maintenant. Donc, ça va aussi augmenter en difficulté à ce moment-là. Il y aura 2 dés de péril par tour qui seront tournés. On fait les effets dans l'ordre de notre choix lorsque le volcan est en éruption. Et ce symbole-là va faire en sorte aussi que l'éruption va se poursuivre en plus des tuiles comme ça. Donc, c'est de nouvel empire. C'est vraiment difficile à ce moment-là. Donc, on essaie de se dépêcher le plus possible. Vous avez la tuile ici qui explique brièvement ce que j'ai dit. Donc, 2 points d'action. On tourne le dé de péril. On avance les gardiens, chose que je n'ai pas dit. Donc, juste avant d'augmenter le volcan, après que nos 4 joueurs aient joué et que les 4 dés ont été lancés entre, nous allons avancer les gardiens de 2 en direction des personnages les plus proches et ou faire attaquer dans le cas où ils se retrouvent sur la même tuile. Donc, dans ce cas-ci, je fais un exemple comme ça. La distance est la même, donc je choisis où s'en vont les gardiens. Donc, je pourrais aller 1, 2, j'attaque, mon archéologue perd 1 point. Et on fait ça comme ça, pour tous les gardiens présents sur le jeu. Donc, ça résume en gros le jeu. Je vais refaire un clean-up, puis on se retrouve pour la partie dans un instant. Donc, avant toute chose, je vais brièvement faire le tour de mes personnages pour que vous sachiez qui j'incarne aujourd'hui. Donc, d'abord, il y a l'archéologue qui va jouer avec 5 points de vie. Ses avantages, au lieu de piocher une tuile dans le sac de tuiles, j'en pioche 2 et j'en choisis une, et l'autre, je la remets dans le sac. Donc, ça me permet un peu plus de diriger qu'est-ce qui va arriver. Et l'aventurière peut perdre 1 point de vie. Donc, je peux me dépasser pour relancer n'importe quel dé. Peu importe quel est le dé, l'issue de tout ça, je peux dépenser 1 point de vie pour relancer un dé. Ensuite, j'ai mon aristocrate
qui pour un point d'action va choisir un explorateur qui n'est pas à terre et celui-ci peut immédiatement effectuer une action se déplacer. Parce que c'est vrai, j'ai pas mentionné, lorsqu'on perd tous nos points de vie, on tombe au sol, on doit quand même rouler le dé de péril, mais on peut rien faire à part ramper d'une seule case. Si c'est le cas, ça va arriver, c'est sûr, vous allez pouvoir le voir tantôt. Et je peux rechercher à 3 reprises durant la partie, donc c'est venir poser cette tuile-là n'importe où. Placer une tuile journal à côté de n'importe quelle tuile temple, elles doivent être connectées. Donc évidemment, je ne pourrais pas venir placer ça de telle sorte. Je dois venir connecter la tuile avec autre chose. Ça, c'est pour mon aristocrate qui a aussi 5 points de vie. Tous les joueurs ont 5 points de vie aujourd'hui. Ça tombe comme ça. Il y en a de 3 à 7, les points de vie. On a ma tireuse d'élite qui, pour un point, va révéler une tuile que vous pouvez voir en ligne droite à 3 tuiles ou moins de votre position. Donc, je peux aller plus loin que dans l'immédiat. Et je peux faire un tir de précision, donc éliminer un ennemi que vous pouvez voir en ligne droite situé à au maximum 3 tuiles, de la même sorte que la lunette de visée ici de votre position, mais pas sur ma tuile. Donc, à 1, 2 ou 3 tuiles que je peux voir, donc pas bloqué par un mur. Et finalement, mon prêtre, pour 3 points, va choisir un autre explorateur. S'il est à terre, il récupère une vie. Sinon, il en récupère 3. Peu importe, il se trouve où sur le plateau. Même chose pour la purification ici. Choisir une tuile autre que la vôtre, éliminer tous les ennemis qui s'y trouvent pour 3 points d'action. Donc, je perds automatiquement un point de vie à chaque fois que j'utilise ces pouvoirs spéciaux. Ça fait le tour brièvement de mes personnages d'aujourd'hui. Je vais rappeler leur pouvoir tout au courant de la partie. Donc, je débute sans plus attendre avec mon archéologue, mon personnage brun ici, qui, comme a l'opportunité de piocher des tuiles dans le sac et de choisir, mais je vais y aller comme ça. Donc, mon sac, je vais le mettre à côté, là, vous ne le verrez pas, et vous pouvez me faire confiance que je ne regarde pas dans le sac. Il y a un sac qui vient dans le jeu, mais il est rikiki, là, il est minuscule, je ne sais même pas pourquoi à quoi ça sert, ce sac-là, tellement qu'il est petit, c'est impossible de jouer correctement avec. Donc, voici mes 2 tuiles pour commencer. Je ne mettrai pas la tuile clé, même si c'est une excellente tuile à avoir. C'est pas pratique pour moi de la mettre, de la boucher là dès l'entrée. Donc, je vais venir positionner cette tuile-ci. Celle-là retourne dans le sac. Je vais automatiquement avancer. Donc, techniquement, j'ai fait mes 2 points d'action. Je me surpasse. Donc, je dépense un des points de vie de mon personnage pour refaire mon action de dévoiler. Donc, en fait, je pourrais choisir... Là, j'ai choisi... Non, c'est ça. Je n'ai pas dépensé de points d'action. Je recommence. J'ai exploré, je n'ai pas révélé. Donc, en explorant, je me déplace sur la tuile en même temps. Ça commence bien, mon affaire. Et je refais le même scénario. Je viens de dire que je profitais du fait que les tuiles, je puisse les choisir entre 2. Donc, j'en profite pour tout de suite explorer. Donc, ça me permet d'avancer plus vite, mais ça me donne un contrôle un petit peu plus sur les tuiles. Donc, ben voyons, encore une clé ou un piège à pic. Mais là, j'ai pas vraiment le choix parce que ça, c'est vraiment dangereux. Mais, faut que toutes les tuiles soient mises, hein? C'est sûr qu'ils vont être toutes mises, sauf que là, je me déplace dessus. Donc, je pourrais automatiquement perdre 3 points de vie. Je trouve que c'est pas tellement pratique. Donc, ce que je vais faire, je vais venir positionner la clé. Ouais, je la mets comme ça. Comme ça, je vais pouvoir peut-être venir jouer ici. Je ne peux pas dépasser ça ici, ni ça ici, puis retourner derrière. Donc, c'est vraiment dans cette espèce de rectangle-là que je peux venir jouer seulement. Donc, je me déplace. La clé est automatiquement posée lorsque la tuile est révélée. Ça complète le tour de l'archéologue. L'archéologue roule son dé de péril. Il y a un éboulis qui se passe. Il n'y a pas de tuile éboulement. Donc, on passe au prochain joueur. Mon aristocrate va commencer par se déplacer ici et révéler une tuile. Est-ce qu'il se déplace? Il pourrait se déplacer. On y va. Il explore. Il va tout de suite y aller. Une autre clé. Ben voyons donc, c'est une joke. OK. C'est un drôle de début de partie. OK. Donc, il a fait ses 2 points d'action, s'est déplacé et a exploré. OK. Mon Dieu, c'est bizarre. On fait apparaître le plus proche possible du mon joueur actif un guerrier, un gardien plutôt, donc il se retrouve à cet endroit. La tireuse d'élite, pardon. Ben voyez-vous, elle peut éliminer un ennemi qu'elle peut voir jusqu'à 3 tuiles. Donc je pense que son premier
son premier geste va être de faire ça. Donc, elle va éliminer cet ennemi-là, tant qu'à y être. Et ensuite, elle va se déplacer de 1. C'est dommage. Voyez-vous, ce que je vais faire, je vais l'envoyer ici pour 1 point, puis je vais la faire se dépasser d'un point d'action pour utiliser sa capacité. Révéler une tuile que vous pouvez voir en ligne droite à 3 tuiles ou moins de votre position. Ça ne change rien. Attendez, est-ce que si je suis ici, je peux révéler une tuile par là? Ça ne doit pas. OK. Donc, je n'utiliserai pas le bénéfice. Dans le fond, je vais juste me surpasser, me dépasser pour dévoiler. Là. Je me déplacerai pas. Je vais juste la révéler. J'ai bien fait. C'est un piège à pic qui sont très piquants. Merci. Dés de péril. On avance. Les gardiens, j'en ai pas. Tout est bien qui finit bien. Et maintenant, mon prêtre va... J'ai vraiment pas un chemin facile. C'est vraiment pas un bon début de partie, pour être franche. Va pour... je sais même pas quoi faire. Va avancer pour un point de victoire, et puis va dépenser un point de victoire pour se surpasser, et lui, il va avancer directement ici. Il faut que ça avance, cette histoire-là. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas si j'ai le goût de faire ça ou ça. Parce qu'on s'entend-tu que cette tuile-là, je vais essayer de l'éviter au plus possible. Fait que ça me sert à rien de la connecter, alors qu'ici, je peux peut-être venir faire d'autres chemins. Fait que j'y vais de cet ordre-là. Dés de péril et bouli, j'en ai pas. C'est super. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On avance. Tous mes joueurs ont joué une fois. Les dés de péril ont été roulés pour tout le monde. On avance le jeton de volcan et on avancerait les gardiens dans le cas échéant de 2 cases vers les personnages les plus proches. Il n'y en a pas sur le jeu, donc ça termine le premier round. On retourne avec notre archéologue qui va récupérer l'objet pour 1 point et je crois qu'il va se dépasser et courir de 3 tuiles pour un autre point. Pour 2 points, en fait. Fait que 1, 2, 3. Il se dépasse, mais au moins il rejoint les amis, parce que là, il se retrouvait un petit peu loin, avec aucune possibilité de quoi que ce soit. Le dé de péril. On avance les gardiens, il n'y en a pas. Génial. Ensuite, mon aristocrate. C'est embêtant de... Je peux pas juste envoyer une personne ici, c'est vraiment dangereux. À moins que mon archéologue, je fasse 1, 2, 3, puis que je vienne rejoindre l'aristocrate. Que faire? Parce que là, isoler un personnage, ce n'est jamais bon. Quoique mon prêtre peut réanimer quelqu'un à distance. OK, je fais ça, je suis folle de même. Donc, pour 2 points d'action, va venir se déplacer jusqu'ici et va s'épuiser pour venir, va y aller. Il va direct, on explore, pas de niaisage, sur une tuile lave. Bon, en espérant ne pas pogner de résultat lave. Piège, personne, il n'y a pas de piège autour du mauve, donc tout est correct. La tireuse d'élite va se déplacer pour 1 point et va utiliser sa lunette de visée, cette fois-ci, pour révéler une tuile que vous pouvez voir en ligne droite à 3 tuiles ou moins de votre tuile position. Donc, elle va révéler une tuile ici. Ben, voyons donc. C'est sûr que c'est une joke. C'est quoi ces cul-de-sac-là? Ça n'a pas de bon sens. J'ai bien fait de mettre ça dans ce sens-là. Fait que je vais essayer de... Hey, c'est quelque chose pareil, là. C'est fou. OK. Ben, ces 2 points d'action sont faits. On passe au dé de péril. Elle ne s'est pas surpassée, donc elle ne perd pas un point de victoire supplémentaire. Et on a mon prêtre qui va avancer pour 1 et se déplacer pour 2. Explorer. Il va directement sauter dessus. Une tuile lave. Bon. Fait que j'y vais comme ça. Là, j'ai 2 personnages sur les tuiles lave. C'est pas l'idéal avec le dé de péril. Lave! Donc, mon blanc perd 1 point, ainsi que mon aristocrate perd 1 point. Donc, le prêtre et l'aristocrate ont perdu chacun 1 point. On ne peut jamais aller plus haut que la valeur inscrite ici, donc je ne pourrais pas aller plus haut que 5 pour chacun de mes personnages, puisque ça tombe qu'ils ont tous 5 points de vie maximum.
Tous les joueurs ont joué, les dés ont été roulés, donc on diminue le von K. On est rendu à 19 et il n'y a pas de gardien. Donc, on garde ça comme ça pour l'instant. L'archéologue ensuite. Hey, je suis partie sans ma clé, moi, tantôt. Bon, c'est pas grave, c'est pas comme si... Ben oui, en fait, c'est un peu grave. Parce que si je me mets à aller plus loin comme ça, j'ai besoin d'apporter ma clé. OK, bon. L'archéologue va... il faut qu'il explore l'archéologue. C'est lui qui a la possibilité de choisir les tuiles. Fait qu'il va se dépasser. 1, 2, 3. Et il se dépasse pour explorer ici. Donc, il choisit parmi 2 tuiles pigées au hasard. J'ai une tuile éboulie où je pourrais pas me déplacer puisqu'il y a un ébouli qui va se trouver là, ou une tuile flèche qui va me faire faire un cul-de-sac. Donc, j'ai pas vraiment le choix d'y positionner la tuile éboulie si je veux poursuivre mon chemin, sinon je commence vraiment à me barrer. Lorsqu'une tuile éboulie est sortie, automatiquement, on y place un jeton, un marqueur ébouli, pour mentionner que la tuile, elle est écrasée. Il va donc falloir venir creuser avec 2 points d'action avec un autre joueur avant de pouvoir la franchir. Il n'y a pas de piège autour, tout est correct. Nous sommes donc rendus à l'aristocrate. Ça, je pense que c'est une bonne idée. Je vais laisser le dé ici lorsque c'est autour du joueur, comme ça va me permettre de ne pas oublier de le tourner. Ensuite, mon mauve va venir dévoiler ici seulement, puisque j'ai pas tant d'avantage à aller trop m'éloigner comme ça. Donc, on dévoile un gardien qui va à son tour... Là, je suis en train de me demander, est-ce que je mets la tuile comme ça? Ça va me permettre vraiment de choisir moi-même le chemin du gardien, alors que là, dépendant de ce que j'y mets, ça se peut que le gardien emprunte le chemin de son choix. Mais il faut que je me rouvre des portes, il me reste presque plus, toutes mes entrées sont de plus en plus bouchées. Donc, j'ai pas le choix. Lorsqu'une tuile gardien est dévoilée, on y pose automatiquement un gardien. Et mon deuxième point d'action va être de dévoiler encore ici. Non, je vais me déplacer, je vais explorer parce que je veux pas que le gardien vienne m'attaquer. Donc, je vais explorer ici. Ben oui, c'est sûr. Hein? Tu sais, quand ça va bien, là. Ah, OK. Super. Dé de péril. Je me suis pas surpassée, je ne perds pas de points supplémentaires. Nous en sommes à la tireuse d'élite. La tireuse d'élite va se déplacer pour un point et va venir... J'ai aucun moyen. 1, 2, 3. Même si je me déplace de 3 puis je me surpasse, je pourrais pas utiliser mes capacités pour venir éliminer aucun des gardiens. Donc, je suis aussi bien utiliser ma capacité de lunettes de visée. Donc, je vais me déplacer pour 1 et je vais venir dévoiler à une distance de 3 de moins une autre tuile qui est un autre piège à pic. Petite concentration de pièges à pic ici. C'est vraiment un parcours particulier et pas du tout avantageux. Ensuite, piège, il faudrait que je m'y trouve pour les pièges à pic pour qu'ils se trouvent à être activés. Contrairement aux pièges à flèches qui, eux, sont à une case de distance. Donc, je suis safe de ce côté-ci. Le prêtre. Le prêtre va venir utiliser sa capacité spéciale. Il va venir purifier, donc choisir une tuile autre que la vôtre, éliminer tous les ennemis qui s'y trouvent. Donc, je vais choisir la tuile de l'aristocrate. Je vais éliminer l'ennemi qui s'y trouve. Par contre, comme ça me prend 3 points d'action faire ça, je vais perdre un point de vie en espérant ne pas avoir un cœur. Un ébouli. La seule tuile ébouli que j'ai a déjà un marqueur ébouli. Donc, ça reste comme ça. On fait la fin de manche. Donc, dans ce cas-ci, on descend le volcan. Les gardiens avancent 2 fois. Donc, 1, 2. Il s'arrête là. Il n'y a pas la chance d'attaquer encore. Ça considère ces 2 déplacements. Et on retourne à mon archéologue. L'archéologue va... Je pense qu'il n'y aura pas le choix de creuser pour 2 points. Ça va être son action. Simple comme ça. J'ai pas le choix parce qu'il faut que ça avance, là. Faut qu'on bouge. Le dé, je me suis pas dépassée. C'est super. Aristocrate. L'aristocrate... petite nuance que je n'ai pas mentionnée tantôt. Si un joueur choisit de quitter une tuile où un gardien est présent, je peux le faire sans combattre. Cependant, je perds automatiquement un point de vie. C'est comme si je mangeais un coup d'épée dans le genou avant de partir.
Est-ce que je veux combattre ou je veux me déplacer? J'ai juste 2 points d'action, quoique mon prêtre pourrait me guérir à distance. Faut que j'avance, ça n'a pas de bon sens. Ok, non. Je fais 1, 2, je perds un point, comme ça. Et là, c'est vraiment risqué de perdre un autre point pour dévoiler. J'ai peur. Non, j'arrête comme ça. J'arrête comme ça. Oh my God, ça va pas bien. OK, je fais apparaître un gardien sur la tuile la plus proche de mon joueur. Tireuse d'élite! Tu sais, quand ça va mal, là, ça va mal. Je vais faire vraiment dur. Je vais dévoiler ici, grâce à ma capacité de lunettes de visée, une tuile. Juste la dévoiler là, pour en sortir le plus possible, comme j'ai déjà mes tuiles clés de sortie. Donc, c'est une tuile lave qui, par contre, va faire en sorte que je vais peut-être être en mesure de venir rejoindre les parcours. Parce que là, ici, c'est comme bouché. Et j'ai aucun personnage qui permet de détruire des murs. Il y en a un que le nom m'échappe, qui permet de venir positionner une espèce de tuile spéciale, un marqueur qui met une bombe. Donc, ça permet de créer des passages qui n'avaient pas lieu avant. Et ma deuxième action va être de me déplacer vers la clé, je pense, et vers les ennemis. Donc, de 1. Est-ce que je me déplace de 3? Oui. De 3. Comme ça, en dépensant un point d'action. Un point de vie. Éboulis. Ah, je dois tourner mon dé. Si j'ai 3, il y a un éboulis. On espère que non, s'il vous plaît. Hey, j'ai une chance monstre aujourd'hui. Oh my God! C'est le matin ici, ça commence bien la journée. Là, j'en suis à mon prêtre. Mon prêtre qui devrait, en fait, j'ai pas vraiment le choix. Je vais venir simplement... Mon aristocrate va mourir si je ne lui redonne pas de vie. Donc, avec mon prêtre, je vais utiliser sa capacité de ranimer, en fait, qui récupère 3 points de vie à un autre explorateur, peu importe où il se trouve. Donc, 3 points de vie sont redonnés à l'aristocrate, mais j'en perds un pour le prêtre, puisque lui s'épuise un petit peu plus en faisant ça. Le dé ici, la lave. Hey, ça va pas bien. Oh non! Mon prêtre perd son dernier point de vie et mon archéologue perd un point de vie. Hey, ça va vraiment mal. C'est génial. Les gardiens attaquent. On baisse ça ici. 2 attaques pour l'aristocrate qui perd 2 points de vie. Et le deuxième gardien va se déplacer vers l'aristocrate aussi. Puisque mon aristocrate va faire quoi? Va explorer puis se guérir, peut-être? En espérant qu'il mange pas d'autres coups? Non, je peux pas faire ça. Faut que je l'envoie ici, sinon je vais l'achever. Pauvre petit loup. OK. Bon, mon archéologue va utiliser un point de vie pour ressusciter le prêtre, hein? Voyons, comme ça. Et ensuite va tellement embêter, là, je peux pas m'épuiser. Je vais juste lui donner de la vie, encore une autre fois. Parce que si on tombe sur des résultats laves, il va remourir par le temps que ça va être son tour. On sera pas plus avancé, il pourra pas jouer, puis il pourra pas aider à réanimer tout le monde. Fait que ça c'est ça. Je me suis pas surpassée. Bonne nouvelle. Ensuite, l'aristocrate va dévoiler une tuile ici, qui est... Ben voyons donc! C'est une joke! Une tuile gardien, où on positionne... Hey, tous les gardiens vont être sortis. Je sais plus combien il y a de tuiles gardiens, mais en tout cas, je peux dire qu'il y en a quelques-unes dans cet endroit. Et comme deuxième action, va, je crois, récupérer un point de vie, simplement, au cas où elle se fasse attaquer par la suite. Et voilà, c'est ce que je disais. Donc, le gardien attaque, je perds un point de vie. Ce gardien-là se déplace, je perds pas un point de vie. Le gardien mauve se déplace, donc attaque, et je perds un point de vie. J'en suis à la tireuse d'élite qui va se déplacer pour 1 et utiliser tir de précision. Éliminer un ennemi que vous pouvez voir en ligne droite et situé au maximum à 3 tuiles de votre position, mais pas sur votre tuile. Donc, je vais éliminer un de ces 2 ennemis-là. Fait que là, j'ai fait... Ah, mais là, je perds un point de vie parce que j'ai quitté la tuile. Puis si je me surpasse, je repars un autre point de vie. Je peux pas faire ça. Attendez, je rewind. On recommence. Je suis ici. Je pourrais juste essayer d'attaquer, sinon. J'ai peut-être pas le choix, là. Mais là, j'ai... Ah, j'avais-tu 3 points de vie?
Non, j'en avais 2 sûrement. Ben écoutez, je vais faire une attaque. On attaque. C'est pas un succès. Mais je vais encore attaquer. Ouais! Génial. Donc, au moins, il y en a un d'éliminé sans que je perde de points de vie. C'est déjà ça. C'est 0 favorable pour mon aristocrate qui va périr. Je fais apparaître un autre gardien, comme si c'était pas assez. Le plus proche de mon verre, c'est ici. Le prêtre, à son tour, va... Oh my God. Ah, pas bien, là, mon histoire. Je pense pas que vous allez voir une partie complète. Je pense que je vais faire quelque chose d'un peu plate, mais c'est que je suis dans une zone dangereuse. Donc, je vais me déplacer de 1, puis juste me réanimer de 1. Comme ça, je vais pouvoir me permettre, tu sais, je ne perdrai pas de points de vie à cet endroit-là. Puis, je vais me permettre de pouvoir me surpasser pour réanimer les gens qui vont éventuellement mourir à cause de ce chaos là, qui se trouve là. Donc, ébouli, j'ai pas de marqueur ébouli visible. On finit la manche, je descends le volcan ici et les gardiens attaquent, donc un à la fois. Un déplacement, une attaque. Mon premier gardien va faire 2 attaques. Boum, boum. Mon deuxième gardien va faire une autre attaque. Il va donc mettre à terre mon aristocrate et va se déplacer pour son deuxième point d'action vers le gardien le plus proche qui est encore en vie. Donc, le moral est bas, là. C'est pas... j'ai connu mieux, vraiment. OK, on repart avec l'archéologue. L'archéologue, pour 2, va enlever le marqueur ébouli, puis va se déplacer. Et non, si je suis sur une case éboulie et que j'obtiens le chiffre 3 lors d'un dé de péril ébouli, ce qui est quand même rare, mais clairement que ma chance d'aujourd'hui ne m'est pas favorable, je perds 5 points de victoire lors d'un effondrement. Ce qui met tous mes joueurs à terre. Ben, pas toutes, mais peu importe le joueur que j'ai personne qui a plus de 5 points de victoire lorsqu'il est au maximum. OK. Fait que là, pour 2 points, je pense que c'est tout ce que je vais faire. Pour 2 points d'action, je vais enlever le marqueur ébouli. Lave, je perds 1 point. C'est super, ça n'affecte pas les gardiens, malheureusement. Aristocrate peut rien faire sauf ramper. Donc, il va venir ramper d'une case. Je dois quand même... Hey, mon aristocrate est vraiment porteur de malchance des gardiens, là. OK, je vais choisir de le mettre à la même place que l'autre, parce que pourquoi pas. Ma tireuse d'élite peut éliminer un ennemi que vous pouvez voir en ligne droite situé à au moins 3 tuiles de votre position, mais pas sur votre tuile. Donc, va venir faire, pour un point de victoire, éliminer celui-ci et va combattre pour un autre point d'action. Come on! Oh my God! Oh, OK. J'ai pas réussi. Puis je peux pas me surpasser, il me reste juste 1 point. Ben voyons! C'est une joke? C'est quoi, là, le festin de gardien? J'ai donc bien la poisse. OK. Mon prêtre va visiblement utiliser un point de vie pour utiliser une de ses 2 capacités. Il va venir réanimer. Oh non! Il va venir purifier. Choisir une tuile autre qu'à la vôtre, éliminer tous les ennemis qui s'y trouvent. C'est ce qu'il va faire. Il va venir purifier. Donc, enlever 2 ennemis en même temps de la même tuile. Ça va faire du bien. Génial. Là, si j'ai encore le symbole de faire apparaître... Ah! On va checker bien ça, je vais avoir un 3. Le seul chiffre, il ne faut pas que j'aille. Bon. Est-ce que la chance des dés tourne? Je dirais pas non. Aïe, j'ai vraiment plus de points de vie, hein. C'est vraiment pas top. Ça doit faire comme 4 tours, j'ai pas dévoilé une tuile. Il me reste encore toutes ces tuiles-là. J'y arriverai pas, je vous dis tout de suite. Fait que je sais même pas pourquoi vous continuez à regarder. OK. Ensuite, je vais faire la fin de manche. Volcan, c'est fait. Les gardiens attaquent. Donc, 1, 2. Ça, c'est à terre. Puis, 1, 2 en direction des joueurs actifs. Donc, ceux-là ne comptent pas pour les gardiens. On recommence avec l'archéologue. L'archéologue va se déplacer et va dévoiler. Il faut que ça avance, même s'il me reste juste un point de vie. J'ai pas le choix, là. Un piège à pic ou un autre ébouli. Je vais y aller avec l'autre ébouli. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux pas me déplacer, mais
Le piège à pic me fait perdre 3 points de victoire avec ma chance des dés incroyable. Si j'ai de 1 à 3, j'irai pas là. OK. Le dé comme ça. Lave. C'est super. Aristocrate est à terre, donc il va venir se déplacer ici. Ah oui, puis là, j'ai bouché ça. Fait qu'il me reste vraiment juste ces deux options-là pour venir avancer. Il faut vraiment que mon aristocrate vienne poser ces tuiles ici pour venir créer des chemins supplémentaires. Ça n'a pas de bon sens, là. Je peux pas venir me fermer ça aussi, puis avoir un seul chemin avec des pièges à pic, c'est le calvaire. J'ai aucun personnage qui m'empêche, qui me protège des pièges ou quoi que ce soit, donc il faut vraiment que j'y aille dans cette optique-là. Aristocrate, c'est fait. Je me rappelle plus si j'ai tourné le dé. Je me rappelle plus. Fait qu'au pire, je vais faire une deuxième fois. Je m'excuse si je l'avais déjà fait. J'ai l'impression que non. Tireuse d'élite, même chose, va ramper. Évidemment, elle ne se surpasse pas. Et le prêtre va utiliser un de ses points d'action pour... ses 3 points d'action, plutôt, va utiliser un de ses points de vie pour faire une de ses actions à 3 points pour éliminer 2 ou plusieurs ennemis se trouvant sur une même tuile. Là. Parce que là, il faut passer à autre chose. Là. Il me reste juste des points d'action comme ça. Hi! J'aurais peut-être dû réanimer quelqu'un, hein? Mais non, parce que le gardien l'aurait retué tout de suite, c'est mon dernier joueur. J'ai pas le choix. On y va le tout pour le tout. Le gardien, il s'est pas surpassé. Ah oui, il s'est surpassé. Oh my God. Guys, mon prêtre est mort. Ça va être la partie la plus courte de Subterra 2 que vous aurez jamais vue de votre vie. Au moins, j'ai plus de gardien sur le jeu. C'est la bonne nouvelle, parce qu'il y en a toujours une pour voir le positif des choses. OK. Mon joueur brun va... Ben là, faut que je me guérisse. Fait que je vais me guérir 2 fois. Ça va être ça, mon tour, pour vrai. Me guérir. J'ai pas le choix. Je vais faire ramper tout le monde le plus possible. Mais si j'ai un éboulis, je meurs. OK, regardez, là. Tout pour le tout, évidemment. Éboulis, checkez-moi bien ça, un 3. Sérieux? J'aurais voulu le faire. J'espère qu'au moins, vous riez chez vous. J'espère que je vous fais rire. Moi, dans la vie, j'aime ça faire rire les gens. J'espère vraiment qu'il y a 2-3 personnes au moins qui ont ricané là, dans leur salon pour dire comme, ben voyons donc, cette fille-là a la pire chance au dé du monde. Je vous jure que généralement, je suis chanceuse au dé. Vous avez complètement l'exemple du contraire aujourd'hui, je vous le jure. Donc, ce qui arrive, je perds 5 points de vie comme je me trouve sur la case éboulie 3, la seule case sortie avec un chiffre. Ici, tout le monde est à terre, c'est la poisse. J'ai pas été chanceuse. J'ai pas été chanceuse, mais pas pantoute. Je vais quand même vous montrer, parce que j'ai envie que vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne dans l'optique, comment se passe la suite des choses à la fin. Donc, si mettons qu'on considère que, bon, toutes les tuiles, vous avez même pas eu la chance de voir le pont, tellement que j'ai pas pu rien faire. Vous avez même pas vu de piège à flèche comme ça. J'ai rien fait pantoute de tout ça. Donc, lorsque toutes les tuiles auraient été placées, bon là, je les mettrai pas toutes pour vrai, là, mais mettons que ça ressemble à ça comme ça, eh bien, mettons qu'on considère que toutes les tuiles sont placées. Lorsque c'est fait, cette tuile-là vient être positionnée le plus loin possible, donc dans la rangée la plus éloignée de la sortie, comme ça ici. Donc, je vais tasser là, mes ressources juste pour le principe. Donc, elle viendrait être positionnée comme ça. Donc, mes joueurs devraient, ceux qui possèdent les clés du moins, venir les placer ici, ces fameuses clés. Donc, à l'aide d'un objet, il faudrait qu'ils les aient récupérées au préalable, évidemment, et qu'il y ait des points de vie. Ils viendraient donc pour un point d'action les déposer, chacun leur tour à leur tour à eux comme action. À ce moment-là, l'artefact apparaît. Un joueur doit se déplacer sur la tuile et venir récupérer l'artefact comme point d'action et venir le mettre dans son sac à dos. Et ensuite, on continue comme ça et on retourne vers la sortie. Ça, c'est une victoire parfaite lorsque les 4 joueurs retournent et que l'artefact, évidemment, est dans leur sac à dos. C'est une victoire parfaite.
À la seconde aussi, c'est vrai que l'artefact est récupéré. Le médaillon ici qui dit les actions et qui est censé déterminer aussi le joueur actif que j'ai pas utilisé durant la partie est retourné. Et ça fait en sorte que nous sommes rendus maintenant à chaque fois que le joueur termine son tour, on ne lance pas qu'un dé de péril, mais bien 2 dés de péril. Et on fait les actions dans l'ordre de notre choix. Donc, les pièges doivent être activés et un gardien doit apparaître. Les gardiens vont avancer de 2 comme d'habitude, même chose que l'autre côté, mais le marqueur du volcan, à ce moment-ci, avance de 2, dans le cas où il ne serait pas, évidemment, terminé. Donc, mettons que je serais ici à la fin d'une manche complète, on avancerait de 2 le marqueur. Donc, ça augmente le plus rapidement possible. Lorsque on atteint ici le 0, bon, rien ne se passe jusqu'à temps qu'on obtienne un symbole lave sur notre dé. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a 0 de petits points, lave égale, on revire le plateau automatiquement. Ce que ça fait, c'est qu'en revirant le plateau, on revire également la tuile ici du sanctuaire. Si les clés n'ont pas toutes été dévoilées puis que l'artefact est là ou pas encore là, bref, c'est perdu. Il faut absolument avoir récupéré l'artefact pour gagner. Donc, ça aussi, c'est une autre condition où on peut perdre. Donc, on revire cette tuile-là ici. Et à la fin de chacune des manches, et lorsque j'aurai obtenu ce symbole-là également, eh bien, la lave se serait étendue, gorochée en bon québécois, dans notre sanctuaire, donc dans notre temple, je veux dire, donc à coup de 2 de distance. Donc, par exemple, fin du tour, la lave s'étend de 1 case, la lave s'étend de 2 cases. Tout le monde joue, fin de manche, la lave s'étend de 1 et 1 de distance, celui-là périt, et encore 1, donc 1 de distance, celui-là périt, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est le chaos, c'est la fin, tout le monde est mort, j'ai même pas réussi à faire quoi que ce soit, l'artefact est même pas récupéré, c'est le bordel total. Ouais, ben, hein, c'est ça qui est ça, comme on dit, c'est ce qui conclut ma splendide réussite de Subterra 2 au bord de l'enfer. J'avais pas fait bien dans mes 2 premières parties, mais là, c'était le comble du comble. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos résultats? Avez-vous parvenu à sortir de tout ce brouhaha avec votre artefact? Si oui, suggérez-moi des solutions, hein? Parce que visiblement, c'est pas ma tasse de thé. J'ai réussi le premier Subterra. Je pense que ma première partie, j'avais réussi. Je me suis dit, piece of cake. Eh bien là, hein, je suis loin d'être dans la même lignée. J'ai pris cette combinaison de personnages grâce à une suggestion de certains Patreons de l'École du jeu, donc cette chaîne populaire québécoise de jeux de société. C'était Joe, ainsi que, si ma mémoire est bonne, Serge, qui est un des Patreons, qui m'avait suggéré ces personnages. Donc, je vous dis un gros merci pour cette réussite. Visiblement, quelle suggestion incroyable! Je vais retenter avec ces personnages-là. Peut-être que c'est moi qui me suis mal prise, mais bon, j'ai été très malchanceuse. C'est sûr que dans ce jeu-là, il y a de la stratégie, oui, mais il y a de la chance. On peut pas s'en sortir. C'est la pige des tuiles, le dé, tu sais, il y a beaucoup d'éléments de chance. Donc, si vous voulez quelque chose d'euro, super, c'est pas un jeu pour vous. Moi, ça me dérange pas dans ce type de jeu-là. Je passerais pas 4 heures sur un Lacerda avec des roulements de dés. Non. Mais pour ça, aucun problème. Je trouve ça quand même sympathique. J'ai du plaisir à me dire, est-ce que la chance va être de mon côté? Et est-ce que je vais avoir une bonne combinaison de personnages et d'action? Donc, c'est ce qu'il y en est pour Subterra 2. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, mettez un petit like, c'est toujours apprécié. Ça fait chaud au cœur. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que vous avez envie de voir plus de contenu similaire. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine partie solo et un petit top peut-être à venir. Qui sait ce que les semaines nous réservent. Sur ce, je vous dis à bientôt, mais surtout, amusez-vous les minous.